Bonjour et bienvenue sur Tu savais toi, le podcast. À travers ce podcast, je pars à la rencontre d'experts en santé et bien-être afin qu'ils répondent à mes questions sans tabou et dans la bienveillance. Aujourd'hui, je suis avec Camille qui est sexologue clinicienne, connue sous le nom de Camille Parle Sexe sur Instagram. Elle est co-créatrice de la plateforme web mia.co dédiée à l'épanouissement sexuel féminin et où l'on peut consulter une sexologue 7 jours sur 7. Elle est également l'auteure du livre Réinventer sa vie intime après bébé, sorti en juin dernier aux éditions Kiwi. Dans cet épisode, nous abordons différents thèmes comme l'injonction à la sexualité, le corps de la femme hypersexualisé ou encore la charge sexuelle. Bonne écoute! Bonjour Camille, merci beaucoup d'avoir répondu présente à mon invitation. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble de la déconstruction des mythes sur la performance sexuelle. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, déjà, merci Margot de m'inviter sur ton podcast. Ravie d'être là aujourd'hui. Je suis Camille Bataillon, je suis sexologue clinicienne. J'ai cofondé un centre de bien-être sexuel et maintenant je fais partie aussi d'une plateforme de téléconsultation dédiée à l'épanouissement sexuel féminin. Voilà, donc plein de projets autour de l'épanouissement sexuel pour démocratiser, parler de plus en plus de la sexualité, quoi. Donc aujourd'hui, on va parler du mythe de la performance sexuelle d'un point de vue féminin. Est-ce que tu peux nous dire d'où viennent ces mythes? Pourquoi aujourd'hui les femmes ont une certaine pression sexuelle sur leurs épaules? Déjà, donc la pression sur les femmes, ça date pas d'aujourd'hui. Il y a d'autant plus aujourd'hui, il y a de l'hypersexualisation, donc on est tout le temps envahi d'images de femmes avec des corps bien foutus, il existe des corps minces, avec un idéal, souvent dans les pubs aussi, ça va être toujours sexualisé. Ce qui fait vendre, c'est les femmes et le sexe, quoi, le corps des femmes et le sexe. Et donc, les femmes sont au quotidien abreuvées de ces images-là, mais aussi tout ce qui est dans la pornographie aussi, qui vient justement donner de nouvelles injonctions. Et comme la pornographie est de plus en plus accessible et de plus en plus présente au sein des couples, au sein des individus, il y a aussi une sorte de comparaison qui se fait. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire, OK, en fait, ce qui se passe chez les gens, dans l'intimité des gens, c'est ce que je vois dans la pornographie ou c'est ce que j'entends dans les discours, en se disant, c'est ça ce qui se passe vraiment, c'est la réalité. Et donc, il y a une sorte de comparaison qui est faite. Il y a aussi tout ce qui est dans les médias, ce qu'on peut lire. Donc là, récemment, c'est tout ce qui est l'éjaculation féminine. Il y a eu longtemps aussi l'histoire du point G. Il y a eu longtemps aussi l'histoire de l'orgasme vaginal. Donc tout ça est en train d'être déconstruit. Mais il y a des nouvelles pressions qui arrivent. Par exemple, l'éjaculation féminine, tout ce qui est lubrifié. Tout ce qui est aussi la pénétration vaginale. Et si j'ai pas accès à une pénétration vaginale, est-ce que je suis encore une personne à part entière? Donc voilà, sur l'épaule des femmes, il y a une charge sexuelle qui est bien présente. On sait, une femme, elle doit être désirée, mais désirante aussi, mais elle doit pas trop désirer et pas peu désirer. Donc elle doit toujours être dans cet entre-deux. Elle doit pouvoir être libre dans sa sexualité, mais sans être trop libre, sinon on va se dire, c'est une salope. Si elle n'est pas assez libre, on va se dire, c'est une femme qui touche et elle n'est pas intéressante. Donc la femme, elle est toujours dans un double standard et elle est toujours entre deux, elle doit trouver un équilibre, mais en fait, tout ce qu'elle fait, au final, n'est jamais assez bien. Et donc, on entre dans une certaine performance de se dire, une femme qui a des relations sexuelles, déjà, ça doit être des relations sexuelles qu'avec des hommes, ça doit être qu'avec qu'une pénétration, et ça se termine qu'avec une éjaculation de l'homme. C'est souvent ça. Et que se passe-t-il entre là, c'est toujours flou et on n'a pas cette, en tout cas les femmes n'ont pas cette liberté de pouvoir être vraiment dans ce qu'elles ont envie, dans leur désir, quoi. Ce qu'elles ont envie d'explorer, qui peut aller au-delà d'une relation hétérosexuelle, qui peut aller au-delà d'une pénétration, au-delà de plaisir, quoi. Oui, bien sûr, ouais. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, je sais pas, dans tes patientes, par exemple, ou même en général, est-ce que tu ressens que, encore maintenant, le sexe, c'est un devoir conjugal ou pas?
Enfin, est-ce que encore maintenant, c'est considéré comme un devoir conjugal ou bien non? Enfin, la femme s'est un peu libérée de ça. Alors maintenant, les gens vont pas forcément parler de devoir conjugal parce que maintenant c'est très mal vu, voilà, Ouais. c'est très mal vu de dire ça. Ils veulent, et surtout souvent on disent ah non 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 mais c'est pas, je suis pas forcée à avoir des rapports sexuels, mais bon quand il ou elle a envie plus que moi, bah voilà on est en couple donc il faut bien que je lui fasse plaisir ou il faut bien que je mette la main à la pâte quoi. Donc on va pas parler, elles vont pas en tout cas parler de devoir conjugal, mais il y a une sorte de en tout cas, si elle pouvait décider librement, elle ferait peut-être les choses différemment. Mhm. Ça, Ouais. ça c'est sûr. Donc, mais pareil aussi du côté des hommes, pour les hommes qui ont une libido plus faible que la femme, là, quand on parle de couple hétérosexuel, bah, il y a aussi cette pression et de se dire, bah voilà, et encore ce matin, là, où je vais terminer une consultation, où c'était le cas, et le monsieur me disait, oui, mais bon, moi, si je pouvais, j'aurais des relations sexuelles très peu, mais je suis pas tout seul. J'ai ma femme qui, elle, a envie, et donc, bah, je suis bien obligée. Donc, il y a Mhm. cette obligation quand même. Mm. D'accord, ouais. Ouais, donc même si on l'appelle plus devoir conjugal, l'obligation, elle est encore présente. Et, Une et obligation parce qu'on se sent responsable du bien-être aussi de l'autre personne, parce qu'on veut faire plaisir à l'autre personne, parce qu'on fait partie d'un couple. Et donc oui, c'est quand même, c'est des personnes qui veulent quand même, qui s'inquiètent du bien-être aussi de l'autre. Mhm. Ouais. Mais du coup, imaginons, est-ce que, enfin, d'un point de vue femme, pour une relation hétérosexuelle, est-ce que si, ou même homosexuelle, enfin les deux, est-ce que si l'autre n'a juste pas envie d'avoir de rapport sexuel à ce moment-là, est-ce que ça veut dire que nous, on est moins désirables? Enfin, si je me positionne dans la personne qui a vraiment envie d'avoir un rapport sexuel, est-ce que ça veut dire que je suis moins désirable ou pas désirable, ou c'est juste, ben, faut comprendre que l'autre personne n'a pas envie, donc il faut respecter aussi son choix et ça n'a rien à Mmh. voir avec notre, enfin, notre conception de nous-mêmes, quoi. Ouais, donc ouais, tu veux dire quand dans un couple ou quand il y en a un qui a plus envie que Oui. l'autre, l'autre comment il le perçoit. Et c'est vrai qu'il y en a certains pour qui ils ont moins de libido vont se dire bah moi je suis très bien comme ça et ça me dérange pas d'avoir moins envie que l'autre personne. Mais à contrario du coup l'autre qui a plus envie se dit bah mince je me sens rejetée ou bah oui est-ce que c'est parce que je suis moins désirable. Donc il y a cette question là aussi, c'est-à-dire est-ce que parce qu'il ou elle me désire moins, est-ce que ça vient jouer sur ma valeur en tant que personne désirable ou est-ce que c'est simplement des envies, des rythmes qui sont différents? Mais j'ai l'impression, en tout cas dans mon constat que je fais, que ça vient souvent jouer un petit peu sur l'estime de soi ou se dire bah, est-ce que je l'excite pas assez Oui, ou alors des fois c'est bah il y a quelque chose de pas normal chez lui ou chez elle quoi. ouais, Alors je faut comprends trouver pas une pourquoi elle a cause. pas ce désir. Ouais, donc c'est jamais évident dans tous les cas, c'est jamais évident dans le couple en fait. Souvent les deux personnes vont en souffrir parce que c'est interrelié. Mhm. C'est des situations qui sont complexes dans le couple et il faut arriver à trouver euh, soit des compromis, soit un terrain où ils peuvent tous les deux trouver une satisfaction quoi. Ouais. Et il faut surtout, Et je pense, bien communiquer, quoi, avec oui, l'autre. communiquer et aussi arriver à travailler aussi sur de ne pas prendre tout personnellement aussi. Que des fois on n'a pas envie de sexe et ça n'a rien à voir avec l'autre. Et aussi bah, d'apprendre aussi à accepter les oui comme les non, à travailler sur le sentiment de rejet, d'abandon qui peut être grand chez certaines personnes. Donc, des fois ça vient cacher, et souvent ça vient cacher des choses plus profondes. Et donc c'est là où Mhm. c'est intéressant en fait de venir travailler. Qu'est-ce que ça vient dire en fait? Ouais, un peu sur les insécurités qu'on peut avoir et tout ça. Enfin, finalement, ça Oui, peut aller jusque-là. ouais. Et je rappelle que c'est très courant, c'est même la norme d'avoir des couples qui n'ont pas envie en même temps. Ouais, oui. Donc, Et ça, on se rend. mm, Enfin, je pense que maintenant, on se dit, bah, pour être un couple, entre guillemets, épanoui, il faut limite faire l'amour tous les jours et voilà, alors que c'était bah, pas le but. ouais, tu parlais de nouvelles injonctions et c'est ça, c'est maintenant cette injonction. Alors, peut-être que j'y contribue aussi en voulant l'épanouissement sexuel des personnes, cette injonction à avoir du plaisir, à avoir une sexualité épanouie. Et donc, cette nouvelle injonction, où pour certaines personnes, bah, vraiment, ça vient les travailler, en fait, de se dire, mince, je suis pas assez épanouie dans ma sexualité, qu'est-ce que je peux faire, etc.
Et ce qui est important d'abord, c'est de se dire, est-ce que je me sens bien avec ce que je vis dans ma sexualité? Peu importe si j'ai une fréquence élevée ou une fréquence bas, etc. Est-ce que déjà je me sens bien avec ça? Et aussi, du coup, tout à l'heure, tu nous disais qu'il y avait une hypersexualisation des femmes dans notre société. Et en fait, je voulais savoir comment on pouvait faire pour contrer un peu les fausses obligations, enfin ce que j'appelle les fausses obligations. Donc, c'est-à-dire, imaginons, je sais pas, le maillot tout fait plus un poil nulle part parce que c'est ce qu'on voit. Faut tout le temps être désirable, comme tu l'as dit, sexy, mais pas... Enfin, je pense qu'il y a l'image en société, mais il y a aussi l'image dans son couple. Et je pense que des fois, on a une forte pression de se dire, oh là là, je sais pas, je vais voir mon conjoint ou ma compagne et il faut que je sois épilée au poil près, quoi. Donc ça, comment on fait un peu pour... Enfin, je pense que il y a des femmes qui sont OK pour être épilées tout entière, ça, il n'y a pas de souci. Mais comment faire si, par exemple, c'est pas quelque chose qui nous dérange les poils, mais que notre compagnon ou notre compagne nous dise, ah bah non, moi je veux pas un poil. Comment, tu vois, c'est un peu compliqué. Ouais. Ça se joue sur plusieurs niveaux. Alors déjà, moi, je ne parlerai pas de fausses obligations parce que c'est des vraies obligations, c'est des vraies injonctions qui existent. Et c'est d'agir sur deux niveaux, en fait. Il y a un niveau individuel, mais il y a surtout un niveau sociétal. Au niveau individuel, on peut des fois être limité parce qu'on sait qu'au niveau sociétal, c'est ce qu'on va attendre. C'est ce que tout le monde attend, entre guillemets, parce que ça a été, on a été brainwashé d'images de corps épilés, par exemple, si on reprend l'épilation, de corps épilés. Donc aujourd'hui, quand on voit un corps non épilé, déjà, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais vu du coup de corps sans être épilé et qui peuvent être du coup déjà étonnés. Souvent, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, ça nous choque, ça nous étonne. On est rassuré par les choses auxquelles on est habitué de voir. Donc les gens, ça les rassure de voir des corps épilés parce que aussi il y a toute cette croyance d'un corps épilé, c'est un corps déjà plus beau esthétiquement. Donc ça repose la question du beau déjà. Et puis c'est plus propre. Oui. Et là, par rapport à ça, c'est je sais pas comment on dit, d'être mal informé en fait par rapport à ça, de la mésinformation par rapport à ça, parce que ce n'est pas vrai. Le poil, en fait, il a une utilité. S'il est là sur le corps, c'est pour quelque chose, c'est pour faire barrière, etc. Donc, au contraire, justement, ce qu'on voit par rapport aux personnes à vulve, celles qui s'épilent complètement, ont généralement plus de mycoses ou plus de boutons, plus d'irritation. Parce que le poil vient faire barrière, il vient protéger, il vient aussi créer du sébum, il vient aussi hydrater la vulve. Et donc, du coup, faire barrière aussi à tout ce qui peut être infection, à tout ce qui peut être des irritations. Donc, ça vient jouer là. Donc, au niveau sociétal, déjà, il faut qu'on voit plus d'images de corps naturels, on va dire, dans le sens où on va laisser les poils, des corps différents, en fait. C'est pas une question il faut totalement supprimer l'épilation, parce que pour certaines personnes, c'est utile, c'est quelque chose qu'elles aiment. Ouais. C'est de laisser, en fait, de montrer la diversité, en fait, de tous les corps dans leur forme, mais de tous les corps dans leurs âges, dans leur couleur, dans leur pilosité, etc. Donc, c'est de montrer aux gens qu'il y a une diversité qui existe. Et aujourd'hui, je crois que c'est ce qui manque. C'est qu'on est un peu, c'est la chaîne, quoi. Ça doit être de cette manière-là. Un corps désirable doit être que de cette manière-là. Si un corps sort de cette catégorie-là, je peux pas désirer. Ou ça me dégoûte même. Et du coup, est-ce qu'on peut revenir aussi sur une femme qui couche beaucoup, c'est une femme facile, entre guillemets, et une femme qui n'a jamais eu de rapport sexuel, c'est une femme prude. Ça aussi, c'est purement sociétal, puisque maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu la course à l'âge de la première fois. Enfin, tu vois, genre, limite, quand tu deviens trop vieille, il n'y a pas de trop vieille, mais tu vois, si tu dépasses un certain âge, entre gros guillemets, on va dire, oh là là, toi, tu vas finir vieille fille, alors que non, c'est juste que dans tes convictions à toi, même si que ce soit religieux ou même juste personnel, tu te dis, non, j'ai envie d'attendre le bon pour me donner. Et à contrario, une fille qui va avoir une sexualité hyper libérée, on va la regarder de travers, on va se dire, oh là là, celle-là... tous les jours, limite, elle change de partenaire, qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, comment on pourrait, déjà, d'un point de vue... quand c'est à toi qu'on te dit, qu'on peut te faire ce genre de remarques, comment on peut contrer ces remarques? Comment on peut l'accepter, sans que ce soit pareil, une pression sur nos épaules supplémentaires, puisque finalement, c'est notre vie. Et voilà, et comment
expliquer aux gens que c'est pas parce que tu es encore vierge à 25 ans ou même à 30 ans enfin, en gros, c'est pas grave. Et si à 16 ans, tu as déjà eu je ne sais combien de partenaires, c'est pas grave non plus. Comment faire? Oui, là, il y a deux choses. Il y a par rapport à l'âge et par rapport au nombre. Déjà, Ouais. par rapport à l'âge, alors ça, j'ai l'impression que hommes et femmes sont un petit peu sous cette emprise d'avoir des rapports sexuels à un âge, voilà, dans la moyenne, 16, 17 ans, etc. Déjà, ça pose la question de, OK, qu'est-ce qu'on entend par rapport sexuel? Ouais. Parce que la plupart du temps, on pense pénétration. Or, souvent, les personnes ont déjà expérimenté des choses sexuelles avant ça. Et se dire, mais qu'est-ce qui est important en fait dans tout ça? Parce que souvent, du coup, ce que je peux remarquer, c'est que les gens vont se précipiter à avoir des rapports intimes avec une autre personne, juste en se disant, allez, il faut que ça soit cette personne, peu importe, etc., pour me débarrasser. Il y avait aussi cette pression de virginité. La pression de, si je suis vierge, en fait, c'est nul, quoi. C'est mal vu dans la société. C'est mal vu, et en même temps, si je le suis plus, c'est aussi mal vu. Ouais, c'est aussi mal vu, ouais. On revient dans le sens où, et c'est mal vu pour les femmes. Pour les hommes, là, c'est plutôt mal vu de ne pas l'avoir fait que plutôt de l'avoir fait. Pour les femmes, dans tous les cas, elles seront jugées comme encore, voilà, il faut qu'elles soient dans cet équilibre, et l'équilibre est pas possible. Il y a pas, enfin voilà, c'est toujours une binarité en fait. C'est faut le faire ou pas le faire. Mais entre tout ce qui est exploration, etc., qu'est-ce que ça vient dire? Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de spectre. Et puis par rapport au double standard, qui est que les femmes qui couchent beaucoup sont des salopes et celles qui couchent pas sont des saintes. Voilà, on revient un petit peu sur la même chose. C'est toujours en fait d'emprisonner un peu les femmes aussi dans ne pas les laisser libres en fait dans leur sexualité. Parce que qui nous dit ça? Pourquoi on pourrait pas simplement être libre, tout comme les hommes en fait? Les hommes, on va les féliciter en fait d'avoir plein de relations, de dire c'est génial. Oui. Ou alors de se dire il a eu qu'une relation, mais c'est un homme sérieux parce que en fait voilà, il est dédié à une seule femme, quoi. Alors que la femme, au contraire, on va toujours juger. Donc ça pose des questions pareilles sur quelle liberté on laisse aux femmes, mais surtout quelle liberté les femmes se laissent, et aussi quel genre de sexualité elles décident. En fait, c'est de redonner du pouvoir à leurs choix, à leurs décisions, à leurs envies, ce qu'elles veulent vraiment explorer. Et donc la réponse par rapport à comment faire, c'est déjà de comprendre en fait dans cette société dans laquelle on est, ce qui appartient à la société et ce que nous appartient, ce qu'on a vraiment envie de vivre dans sa sexualité, et de se dire voilà, moi j'ai envie d'explorer ça rentre peut-être pas dans les critères de la société. Est-ce que je suis assez équipée, assez épaulée pour pouvoir, parce que c'est difficile aussi d'être à contre-courant. Est-ce que je suis assez épaulée, équipée pour le faire? Si oui, est-ce que j'ai assez confiance en moi? Est-ce que je peux vivre ça de manière agréable et plaisante? Et c'est en fait se détacher en fait de ces images, de ces idéaux de la société, des regards qui en fait ne nous correspondent pas. Alors ça correspond peut-être à certaines personnes, et là c'est ok aussi. Mais si on se dit ça me correspond pas, alors il faut que j'arrive à m'en détacher. Et ça se fait pas en une fois, hein, c'est tout un processus, etc. Mais c'est déjà de le comprendre, de le conscientiser et ensuite d'agir. Ok, ouais. Et aussi, même pour revenir à ce sujet, même en tant que femme, si par exemple demain t'as un unique conjoint ou conjointe ou conjoint, il va te dire ah non, mais vu que je suis le premier, peut-être que tu devrais avoir d'autres expériences, du coup c'est compliqué. Et puis après, si t'arrives et que t'as déjà eu, je sais pas, plusieurs partenaires avant, ils vont dire oh là là, mais toi tu t'es pas ennuyée. Enfin, tu vois, c'est assez compliqué de trouver ce juste milieu finalement, parce qu'à chaque fois il y a des. Alors que c'est vrai qu'un homme, comme tu dis, qu'il n'ait eu qu'une seule personne avec qui il a eu des rapports sexuels, ou s'il en a eu 60 avant, on va pas autant le stigmatiser en fait. On va juste lui dire ok, cool. Dans tous les cas, on trouvera du positif comme du négatif. Soit il est très soit il est très attrayant et donc il a eu plein de conquêtes et voilà, moi je suis là, genre je suis la dernière conquête qu'il ait eu, super cool. Soit c'est un mec hyper sérieux, hyper fiable, hyper de confiance. Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc quand est-ce qu'on sera satisfaite, quoi? Et en fait, on se rend compte que si on reste dans ces perspectives idéaux comme ça, on ne le fera jamais. Donc c'est pour ça que c'est important d'arriver à s'en détacher déjà pour soi. Et par rapport à la question de si j'ai qu'un ou qu'une partenaire dans toute ma vie, est-ce que je vais pas regretter, etc.
cette question, elle se pose en fait, peu importe le nombre de partenaires. Dans tous les cas, elle se pose aussi au bout d'un moment dans une relation, de se dire j'ai envie d'explorer autre chose, ou je me demande comment ça serait si aujourd'hui, à 40 ans, j'explore autre chose. Donc la question, elle se pose dans tous les cas à un moment donné. Et puis je pense que, enfin, après c'est peut-être que mon avis, je pense qu'il y a aussi deux types d'exploration. Il y a une exploration à le faire avec des partenaires différents, mais après je pense qu'il y a des explorations sexuelles qu'on peut faire au sein d'un même couple et de dire on va tester ça, on va tester ça, et donc du coup c'est une sexualité qui est quand même différente mais explorative quand même, non? Bah oui, tout à fait, c'est ce qu'on veut y mettre. Et aussi, il y a l'exploration, j'ajouterais, il y a aussi l'exploration avec soi. Oui aussi, qui, ouais, qu'on qui oublie. évolue aussi tout au cours de la vie. Donc en fait, on peut pas s'ennuyer, quoi. Il y a toujours plein de choses à explorer en soi. Dans le couple aussi, sauf que ce qui manque au couple, c'est cette image, pareil, encore l'image de la société qui dit le couple, c'est un peu remplan-plan au bout de quelques années, quoi. Et ça vient vraiment peser justement sur les relations. Et des fois, ce qui leur manque, c'est des outils justement pour explorer différemment, pour remettre du piment, pour remettre de. Alors des fois, ça va être une question de nouveauté, mais souvent, c'est de faire différemment. Il n'y a pas besoin de rajouter de la lingerie ou des choses comme ça. Des fois, c'est de se recentrer sur l'essentiel et sur ce qu'on a envie vraiment. D'enlever un peu le superflu et de juste en fait communiquer et dire ce qu'on a besoin ou comprendre ce que l'autre a besoin aussi. Enfin, c'est vraiment un. Oui, et le superflu peut aider sur du court terme, mais on verra qu'au bout d'un moment, la problématique reviendra aussi. Donc c'est pour ça que c'est important de voir, ok, sur du long terme, de vraiment se recentrer, se réaligner par rapport à ce qu'on a envie, parce que c'est vraiment là, en fait, la réponse. Ouais, non, c'est clair. Et aussi, j'ai une question sur ce qu'on appelle du coup les femmes fontaines, parce qu'en ce moment, on en entend beaucoup parler, et en fait, j'ai remarqué, donc en discutant avec mes proches, enfin avec mes proches, mes amis surtout, que ça peut être soit un fantasme, par exemple pour mes amis garçons, qui me disent oui, alors moi, j'aimerais trop que ma copine ou elle fasse ça, quoi. Ou alors pour plutôt les filles, enfin mes copines à moi, c'est plutôt une honte en fait. On est là en mode oh, mais si un jour ça nous arrive, on va faire comment? On va se cacher sous la couette. Enfin, et du coup, je voulais savoir. Déjà, en fait, j'ai lu après que c'était quelque chose de hyper, en fait, qui peut arriver à n'importe qui. Finalement, il n'y a pas juste des femmes fontaines et des femmes. En fait, toutes les femmes peuvent être fontaines. Mais du coup, je voulais avoir ton avis là-dessus. Ouais. Déjà, moi, la première chose, c'est pourquoi on a envie d'être une personne fontaine ou pourquoi on a envie que la partenaire soit une personne fontaine. Déjà, pourquoi? Ouais. Quelle est l'image, la représentation qu'on en a? Donc, on l'entend dans les journaux, dans les magazines, dans le porno, on voit que ça. Donc, par rapport aux hommes, où là, tu disais, pour eux, ils veulent trop une partenaire qui mouille, qui éjacule, etc. Pourquoi? Parce qu'ils associent ça à de la jouissance, ils associent ça à être un bon amant. Allez, je lui ai fait du bien, je lui ai fait plaisir, j'ai tout donné, waouh, récompense, quoi. Or, on peut éjaculer et ne pas ressentir de plaisir, comme on peut ressentir beaucoup de plaisir et ne pas éjaculer. Donc, c'est pas corrélé. La femme pourrait très bien éjaculer et que ça lui fasse ni chaud ni froid. En fait, c'est une question de stimulation. Si la stimulation est adéquate, ça, tout le monde peut être une personne fontaine, mais la question, c'est pourquoi on veut être une personne fontaine. Et puis, par rapport aux filles, aux femmes, tu parlais de honte. Souvent, parce que, alors ça peut arriver chez des personnes où elles s'y attendaient pas et ça arrivait et du coup, le lit est mouillé et tout dépend de la réaction aussi que le ou la partenaire a, mais par rapport à soi, c'est de se dire est-ce que j'ai fait pipi, qu'est-ce que c'est en fait, c'est un manque d'information là-dessus qui fait qu'il y a cette honte et souvent parce que tout ce qui est fluide, surtout chez les femmes, tout ce qui est fluide, donc là on peut parler de règles, mais tout ce qui est mouille, tout ce qui est sécrétion vaginale, c'est souvent mal perçu dans la société. Ouais. Et donc, même si c'est de l'éjaculation féminine, c'est quand même un fluide et ça va être quand même encore mal perçu. Et finalement, c'est de l'eau, l'éjaculation féminine. Il y a un mélange, alors ça dépend, il y a deux choses. Il y a tout ce qui est émission fontaine et ce qui est éjaculation féminine. Ça provient de deux zones différentes. Et là, pareil, il faut encore plus d'études par rapport à ça parce qu'il y a encore des controverses. Mais en tout cas, il peut y avoir de l'urine, mais c'est de l'urine diluée. Ok. Donc, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas forcément de couleur. Donc voilà, par rapport à ça, c'est juste un fluide. Il faut laisser voilà les choses se faire et on peut toujours protéger le lit avec une bâche, etc. par rapport à ça.
Là, il y a plus de recherches à faire là-dessus, mais encore une fois, par rapport à ça, moi, ce qui peut m'inquiéter, ou en tout cas où je vais avec des pincettes, c'est de se dire pourquoi on fait tant de fixettes là-dessus, en fait. Alors que il n'y a pas forcément de lien avec plus de plaisir. Et que ça vient créer, du coup, une nouvelle injonction encore sur les femmes. Oui, parce que du coup, maintenant, en plus, cette injonction, elle est vraiment récente, en fait. Et en fait, je veux dire, c'est rigolo, c'est pas rigolo, mais genre, au tout début, quand on a commencé à en parler avec mes copines, c'était limite la honte. Et maintenant, on est là à se dire, ah là là, mais en fait, si on fait ça ou ça ou ça, bah, on peut faire. Et en fait, je sais que c'est juste parce que peut-être que nos copains, ils se sont plus renseignés sur la chose et ils en font un fantasme, par exemple. Et du coup, c'est devenu plus... c'est passé vraiment de quelque chose dont on ne parlait pas à quelque chose qui est vraiment... maintenant, il faut que tout le monde soit fontaine. Enfin, il faut qu'on y arrive toutes, sinon on n'est pas des bonnes parentes. Il n'y a encore pas d'entre-deux, en fait, dans la sexualité. Ouais, c'est ça. Soit c'est tabou et on passe ça, on n'en parle pas. Soit, en fait, il faut le faire, c'est une injonction. Et celles qui ne le font pas ne sont pas normales. Ouais. Donc, pour moi, ça me pose des questions encore. Ouais. Et du coup, juste pour résumer un petit peu, donc en fait, juste comme ça, en 3 mots, comment donc passer outre ces injonctions, toutes ces injonctions qu'on a vues? Je pense qu'il y en a encore plein des injonctions on pourrait en parler pendant des heures, je pense. Oui. Mais comment... Alors, je suis face là de par soit mes proches, ma famille, mon compagnon, ma compagne, mes amis, je me sens jugée ou je me sens pas... on va dire normale vis-à-vis de la société, entre gros guillemets, hein, bien sûr. Comment je fais? Oui, déjà, c'est d'avoir ces informations-là, des fois déjà de savoir, parce que souvent on se dit on n'est pas normal par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce qu'on voit, de se renseigner, mais avoir des informations qualitatives, en fait, vis-à-vis de la sexualité. Donc, soit c'est des fois même de prendre une consultation avec un ou une sexologue pour poser ces questions-là et avoir des réponses qualitatives, soit en faisant ces recherches, et quand je dis faire des recherches, ça va pas être avec des magazines, ça va être avec des articles scientifiques, de lire des livres aussi qui sont renommés dans la sexo et qui disent des choses justes. Déjà, ça rassurera en se disant, ok, en fait, je suis normale, ce fait-là, ça s'explique par ça, etc. D'arriver à comprendre aussi sur un autre point ce qui se joue au niveau de la société, donc de comprendre qu'en fait, on est pris dans un engrenage et des injonctions, et de comprendre ensuite aussi qu'on peut choisir, et ça demande aussi tout un process, on peut choisir de s'en défaire pour son bien-être, je pense aussi. Et donc, par rapport à ça, ça va déjà travailler la confiance en soi par rapport à ça, la confiance en soi, être dans des relations aussi où on est dans le respect, où on est dans le partage, où on sent une certaine liberté, où il n'y a pas de pression, où il n'y a pas de comparaison, où il n'y a pas de jugement. Donc, ça se joue au niveau individuel, sociétal, mais aussi dans les relations. Okay. En tout cas, plus on est informé avec des informations qualitatives et plus déjà on peut faire des choix en conséquence par rapport à ça, des choix éclairés en conséquence par rapport à ça. Et souvent aussi, ce que je vois en consultation, c'est que les gens, une fois qu'on leur transmet, on leur dit par rapport à ça, c'est normal, ça s'explique par ça c'est physiologique, là il n'y a pas de corrélation, etc. Les gens, ça les apaise en fait. Ça les apaise, ça les rassure. Et se disent, ok, là je suis rassurée à ce niveau-là, bon, quelle est la prochaine étape? Et on y va petit à petit. Parce que c'est pas simple, parce qu'il faut casser tous les codes, il faut casser toutes les croyances que les gens ont depuis des dizaines d'années. Donc faut être douce avec soi aussi par rapport à ça et se dire, ok, c'est tout un cheminement à faire. Ok, ouais. Okay. Merci beaucoup Camille, en tout cas pour toutes ces informations, c'était super intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup si on veut plus d'informations ou te contacter pour une consultation par exemple? Super. Déjà, merci à toi Margot. Alors pour me retrouver, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur le compte Camille par le sexe et sinon sur mon site internet camillebataillon.com. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas et je te souhaite une très bonne journée. Merci à tout le monde. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver Camille et son contenu bienveillant sur sa page Instagram @camilleparlesexe et sur son site internet camillebataillon.com. Vous pouvez également réserver une séance avec elle ou commander son livre. Je mettrai tous les liens en description du podcast.
Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis 5 étoiles. Je vous remercie d'avance pour votre soutien. On se retrouve maintenant sur Instagram. À très vite!